Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre? Qui se levait la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, pour vivre encore plus la nuit? Qui pleurait déjà toute petite, en pensant qu'il n'y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré, et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Antigone, princesse de Thèbes, voulait vivre. Ce soir lui est offert une seconde chance. L'accusée est encore bien vivante, et vous voici conviée à son procès. Elle est ce soir jugée pour avoir bravé l'interdit et être allée contre l'édit de son oncle Créon, le nouveau roi de Thèbes. Antigone est la fille d'Œdipe et de Jocaste, qui étaient les souverains de la ville. Après le suicide de Jocaste et l'exil d'Œdipe, les deux frères d'Antigone, Éthéocle et Polynice, s'entretuent pour le trône. Créon, le frère de Jocaste, est à ce titre le nouveau roi. Et il décide de n'offrir une sépulture qu'à Éthéocle et non à Polynice, qualifié de voyou et de traître. Alors il décide que quiconque osera enterrer le corps de Polynice sera puni de mort. Mais Antigone refuse. Elle refuse de voir la chair de son frère pourrir au soleil et délaissée aux charognards. Elle refuse cette situation. Alors elle se rend, seule, plusieurs fois auprès du corps de son frère, qu'elle tente de recouvrir avec de la terre, se faisant saigner les ongles pour assurer la dignité du défunt, malgré l'interdit de son oncle. Les gardes du roi la surprennent sur le fait et la livrent à Créon. Et si dans la version d'Anouilh, Créon la condamne à être enterrée vivante, ce soir, Antigone est bien présente et attend patiemment son jugement. C'est en 1944 que Jean Anouilh, célèbre dramaturge et scénariste français né à Bordeaux, écrit son Antigone. La pièce détient un écho tout particulier dans le contexte de la guerre. La jeune fille est, aux yeux d'Anouilh, une allégorie de la résistance et de l'abnégation. Elle s'oppose à l'injustice, à l'arbitraire et au despotisme. Antigone refuse le droit positif édicté par son oncle Créon et revendique un droit naturel de sépulture pour son frère. Elle préfère risquer de mourir en s'opposant à la volonté du roi que de vivre avec la lourde culpabilité de l'errance de son frère, n'ayant pas pu trouver le repos car laissé, son corps gisant sur le sol. Insurgée, indignée et indocile, Antigone incarne la rébellion et la désobéissance civile. Dans sa dissidence, elle incarne ceux qui s'opposent et qui transgressent, et dans son combat, elle oublie sa propre vie et la mort qu'elle sème autour d'elle. Imperturbable dans sa lutte, Antigone en devient presque égoïste. La punition ultime pouvant s'abattre sur elle ne lui importe que peu, et elle n'a que faire de la tristesse d'Aimon, son fiancé, ou d'Ismène, sa sœur. Ce procès s'attellera à juger Antigone selon les standards juridiques de notre époque. L'opposition aux caprices d'un chef doit-elle être condamnée? Était-ce son devoir que de s'opposer au roi? Enfin, comment juger, à toute époque, les combats de résistance face à l'arbitraire? Nous aimerions maintenant remercier celles et ceux qui ont rendu ce procès possible. Alors c'est d'abord grâce au travail de la Tribune Montesquieu, l'association d'éloquence de l'Université de Bordeaux, et à Olemo, l'association d'éloquence de Sciences Po Bordeaux, toutes deux membres de notre fédération depuis maintenant plusieurs années, que ce soir, Antigone peut être jugée de manière juste et efficace. Alors Louis, Inès, Vassili, ainsi que le reste de vos bureaux, nous ont été d'une grande aide. Alors encore une fois, merci à vous. J'aimerais aussi adresser un mot au nom de tout le bureau aux membres des pôles procès et communication pour leur travail et leur motivation. C'est toujours un plaisir de pouvoir compter sur vous. Alors merci à toi Emma, merci à Manon, à Attila, à Théo, à Mao, à Estelle. J'ai déjà hâte de l'organisation de nos prochains événements.
avec vous. Nous souhaitons également remercier mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur Xavier Prévost, monsieur Frédéric Picot, madame Claire Asnor, maître Dufranc, maître Moreau, maître Gros et monsieur Laurent Pernaud, président de notre jury ce soir. Votre présence parmi nous nous honore véritablement et Inès, Louis et Vassili se chargeront après nous de rappeler à quel point nous n'aurions pu espérer un meilleur jury ce soir. Il ne vous reste plus qu'à écouter attentivement nos très chers orateurs et oratrices afin de prendre la décision la plus juste à l'issue de cette soirée. Nous souhaitons aussi remercier celles et ceux qui se préparent depuis plusieurs semaines maintenant. Alexandre, Paul, Roméo, Valentine, bon courage à vous quatre. Nous avons hâte de pouvoir écouter le fruit de votre réflexion. Enfin, merci à maître Brouillou-Laporte et à maître Mouli, dont la présence ce soir nous honore et nous oblige. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et de mettre à profit vos talents d'orateur dans des discours que nous savons déjà mémorables. Pour finir, merci à vous, très chers membres du public, qui faites vivre cet événement. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre là-bas qui est assise et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dressait, seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. J'appelle à la barre Inès Gacon-Quéroy et Vassili Carbone, coprésidents de Olemo. Le destin d'Antigone est tout tracé, tragique à souhait, conduisant à une seule issue, la mort de la moitié de la pièce. Ne paniquez pas, chers orateurs et oratrices, la mort ne vous attend pas au bout du chemin. D'ailleurs, votre destin n'est pas ici tracé par les dieux, mais par nos jurés exceptionnels. Quoique de Dieu, ils en ont toute l'apparence, car ils détermineront ce soir qui s'avancera au devant de la scène et qui restera dans les cœurs. Qui de mieux qu'un passionné de tragédie grecque pour juger de la culpabilité de l'une de ses plus grandes figures? Bien plus qu'un passionné de la culture gréco-romaine, notre premier jury est docteur d'État en littérature grecque et agrégé de lettres classiques. Il est également l'auteur de l'ouvrage La tragédie grecque, la scène et le tribunal, publié aux éditions Michalon en 1999. Entre procès et antiquité, c'est un expert sur les tenants et aboutissants de la tragédie jugée aujourd'hui devant vous. N'oublions pas sa qualité d'ancien normalien qui lui permettra de rendre un verdict juste et rigoureux des plaidoiries de nos orateurs et oratrices. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Frédéric Picot. Comment résumer notre second juré? Véritable touche-à-tout, connu et reconnu pour sa polyvalence, il est à la fois agrégé des facultés de droit, d'économie et de gestion, ancien élève à l'ENS Cachan et ancien directeur de l'Institut de recherche de Montesquieu. Mais ce n'est pas tout. Également archiviste paléographe, il est aussi membre junior de l'Institut universitaire de France, promo 2020, et consacre ses recherches en droit et savoir juridique à la Renaissance et à l'émergence de la modernité juridique. Tant féru de droit que d'histoire, il saura apporter une analyse complète et déterminée
de concert avec les autres jurés, le verdict du procès d'Antigone. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Xavier Prévost. Notre prochaine jurée vous fera remonter le temps dans les villes grecques antiques, véritable passion qui jalonne ses recherches. Maître de conférences en histoire grecque, spécialisé dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme, ainsi que dans l'histoire sociale, religieuse et économique de Délos et Rhénée au IIe et 1er siècle avant Jésus-Christ, elle est également directrice d'Ozonius Éditions, bien connue de notre fac bordelaise, puisque reflet des travaux de recherche conduits par le laboratoire du même nom. Mais parce que histoire et architecture ne suffisent pas à notre jurée, elle est aussi agrégée de lettres classiques et a notamment rédigé en 1997 une thèse intitulée « Recherche sur l'agora des competaliastes et les magistri italiens de Délos » et le mémoire de recherche « Les petites agoras de Délos » en 1993. Vous l'aurez compris, elle saura vous plonger dans la période hellénistique où se déroule l'intrigue d'Antigone grâce à ses retours experts. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Claire Asnor. Notre quatrième jury nous fait sortir des temples et des colonnades vers la balance de justice de notre temps. Avocat du barreau de Bordeaux, exerçant en droit de la famille, droit pénal et droit de l'immobilier et de la construction, élu deuxième secrétaire national le 9 novembre 2018 lors de la première édition du concours de la Conférence nationale du Grand Serment, dont la finale s'est déroulée dans la salle du Serment du Jeu de Paume à Versailles. Merci d'accueillir. Je vous demande d'applaudir Monsieur Gaë Sigro. Mais nous n'allons pas tout de suite repartir vers les colonnades et rester un peu dans la balance de la justice. Avocat pénaliste inscrit au barreau de Bordeaux depuis 2012, notre juré est un ancien secrétaire de la conférence du barreau de Bordeaux, promotion 2014. On ne compte plus ses nombreux diplômes. Diplômé, ou plutôt devrais-je dire graduated, d'un Bachelor of Laws de l'Université de Kent en 2008, il dispose également d'un diplôme de justice conseil d'entreprise et d'un Master 2 droit des affaires et fiscalité de l'Université de Bordeaux, tous deux obtenus en 2010. Il exerce de notre temps en droit pénal, fiscal et douanier, ainsi qu'en droit pénal des affaires et de l'entreprise. Mais ce soir, dans cette bulle hors du temps, il aura la lourde tâche de juger des crimes commis ou non par Antigone. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Maître Dufranc. Notre sixième jury, autre représentant de la balance de la justice, est avocate et seconde secrétaire de la conférence du barreau de Bordeaux. Diplômée d'un Master 1, droit pénal et carrière judiciaire, ainsi que d'un Master 2, mention contentieux judiciaire, justice, procès et procédure à l'Université de Bordeaux, elle est finaliste du concours d'éloquence organisé par le Lions Club International en 2009 et finaliste du concours d'éloquence Jean Chauvin, associé à l'école des avocats Aliénor en 2020. Passionnée d'éloquence et de droit, cette oratrice hors pair nous fera l'honneur de siéger au jury du procès d'Antigone. Elle sera maître dans la balance pour son jugement d'art oratoire et la justesse de ses arguments. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Maître Claire-Emmanuelle Moreau. Mesdames, messieurs, nous atteignons désormais le haut de l'Olympe avec notre président du jury. Bien plus qu'une métaphore un peu pompeuse, nous avons l'honneur de recevoir et d'avoir pour juge ce soir un chevalier de l'Ordre national du mérite, titre qui lui a été décerné le 13 novembre 2014 par décret. Mais ne vous y méprenez pas, derrière la médaille se cache bel et bien un homme d'exception. Membre senior de l'Institut universitaire de France, mais également membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 2012, on peut retrouver parmi ses sujets de recherche de prédilection, l'histoire antique et tout particulièrement la pratique de la rhétorique et des arts oratoires pendant l'Antiquité. Il est notamment l'auteur de La rhétorique de l'éloge dans le monde gréco-romain publié en 1997, Éloge grec de Rome publié en 2000 ou encore Actualité de la République publié en 2006.
Vous l'aurez compris, sa connaissance de l'art oratoire et du monde antique n'a rien à envier aux plus grands orateurs tels que Cicéron. Ce soir, il nous fait l'honneur de siéger en tant que président du jury et d'apporter son savoir de la rhétorique grecque antique pour juger le sort d'Antigone. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir notre président du jury, Laurent Pernaut. J'appelle à la barre Louis Beury, président de la tribune Montesquieu. Alors, chère assemblée, je vous préviens tout de suite, on va être beaucoup moins sérieux. C'est toujours à la tribune Montesquieu qu'on donne le rôle des troubadours. Et aujourd'hui, on va l'assumer parce qu'on va présenter les orateurs de façon un peu moins sérieuse. Alors, aujourd'hui est un très grand jour pour l'éloquence bordelaise. La reine de la prise en parole en public et sa cour nous font l'immense honneur de leur présence. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour la Fédération française de débat et d'éloquence, s'il vous plaît. Alors, c'est pour ceux qui ne le savent pas, la Fédération française de débat et d'éloquence pour les associations, c'est un peu le pouvoir royal, c'est le pouvoir central, c'est la dictature. Alors, je dois avouer que, vous m'arrêtez si je me trompe, monsieur Prévost, que notre belle endormie a un passé plutôt tumultueux avec le pouvoir royal. Et depuis des siècles, Bordeaux est la ville qui déstabilise le monarque, surtout quand il est parisien. Alors, si le Bordelais n'aime pas le roi, il déteste encore plus l'Île-de-France. Ah, les Parisiens. Grande histoire d'amour avec vous, les Parisiens. Il suffit d'une ligne à grande vitesse pour que vous veniez faire exploser nos loyers. Merci. Maintenant, je loue un 28 mètres carrés, plus de 800 €. Double merci. Et je sais qu'à Paris, pour le même prix, on fait ses besoins sur le palier, mais c'est vraiment pas une raison de venir exporter l'idée ici. C'est très compliqué pour nous. Maintenant, c'est devenu cher, Bordeaux. Mais oui, on était tranquille à Bordeaux. La douce brise de l'Atlantique, les monuments sans égal, le taux le plus élevé de bars et de restaurants par habitant. Un véritable rêve. C'était un paradis, Bordeaux. Mais avec l'arrivée des franciliens, on dispose maintenant du plus haut pourcentage de bobos au mètre carré. On n'en avait pas déjà assez. Même statistique pour les rats maintenant. Ils l'ont exporté aussi. Bref, on bat tous les records que personne ne veut avec les Parisiens. Mais en réalité, là je rigole, mais je peux pas me plaindre quand nous accueillons la fédération à la maison. Parce que déjà c'est rare. Et la FF2 propose aux dizaines d'associations qui la composent parmi les plus beaux événements d'éloquence que j'ai toujours l'occasion de voir. La fédération fait vivre vraiment l'éloquence étudiante sur tout le territoire. Il connecte tous les étudiants qui aiment l'éloquence sur le territoire. Ça, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est vraiment magnifique. Les bureaux passants, la mission, elle est toujours remplie à la perfection. C'est pourquoi ce soir, LTM et Olemo sont ravis de partager l'organisation de ce procès aux côtés de notre chère et tendre fédération. Alors merci à vous, parce qu'on vous aime. Alors, comme vous le savez, qui dit procès, dit tribun. Qui dit tribun, dit forcément présentation. Et alors, ceux qui ont l'habitude de venir au procès de la tribune Montesquieu, vous savez qu'on a l'habitude de passer par ce petit moment de délation, délation douce, mais délation tout de même, avant de débuter un procès. Alors, on va commencer par Alexandre. Il est où, Alexandre? Je le vois pas. Ah. Alors, Alexandre, tout ce que je sais de toi se résume à 4 emojis. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus vieux d'entre vous, 1 mètre gros, un emoji, c'est une espèce de petite image qui sert à figurer une émotion. Alors, tout ce que je sais de toi se résume à 4 emojis. Emoji trèfle, emoji soleil, emoji drapeau de la Bolivie, emoji loup. Alors, je ne sais pas trop ce que ça dit de toi, Alexandre, mais pourquoi pas.
Alors, Alexandre, tu as étudié à l'université Côte d'Azur à Nice. Belle destination, c'est beau. La destination est facilement compréhensible quand on vient de Voisins-le-Bretonneux. C'est quoi Voisins-le-Bretonneux, Alexandre? On fuit le plus tôt possible quand on vient de Voisins-le-Bretonneux, ça je te comprends. Ensuite, Facebook m'apprend que tu es un homme, Alexandre. Jusqu'ici tout va bien. Né le 21 avril 2000, un parcours scolaire brillant, polyglotte, selon ta bio Instagram, on vérifiera ça tout à l'heure. Ancien président des Tribuns de Saint-Germain-en-Laye, immense association d'éloquence. Étudiant à Sciences Po, presque parfait. Alexandre, tu es à bientôt 23 ans. Et quand j'arrête de faire de l'humour, je deviens honnête et tu es déjà un excellent orateur. Je dois le dire, tu fais partie de ces étudiants orateurs que j'admire. Je t'ai vu briller au procès de la Muse, au Panthéon qui plus est. Et je suis certain que ce soir, le rôle démon, témoin de la défense d'Antigone, sera parfaitement incarné par Monsieur Perrault. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors, l'orateur suivant, je suis pas du tout objective, il vient de la meilleure association d'éloquence de France, la Tribune Montesquieu. Alors, il regorge de talent. Il est tout droit sorti du centre de formation de la Tribune Montesquieu. Il est pratiquement ce que l'on fait de mieux de nos jours, voilà, je vous le dis. C'est un peu notre Kylian Mbappé de l'éloquence, voilà. Dans la surface, efficace, but, lucarne, efficace quand on lui demande, vraiment magnifique. Et aujourd'hui, il entre dans la cour des grands pour son premier procès, et qui plus est un procès de la Fédération française de débat et d'éloquence dans une salle bien remplie, donc c'est incroyable. Alors, je vous demande un tonnerre d'applaudissements une nouvelle fois pour celui qui aura la lourde tâche d'incarner l'implacable Créon, roi de Thèbes, oncle d'Antigone, mesdames et messieurs, Paul Allo. Ah, le prochain, Roméo. Roméo, où est-ce que tu es, Roméo? Ah, tu es là. Alors, je partage un point commun avec Roméo. Nous avons la chance d'évoluer dans deux associations qui ont décroché l'étoile. Que dis-je, le Graal, pour tout étudiant orateur, la victoire en championnat de France de débat organisé par la FFDE. Ça, c'est incroyable, ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît. À l'inverse des Tribuns de Saint-Germain qui ont perdu contre la Tribune Montesquieu en 2019. Eh oui, c'est gratuit, Alexandre. J'en rêvais. Maintenant, j'ai l'occasion. Revenons à toi, Roméo, celui qui vient de Rome. C'est magnifique, c'est super beau, j'adore. Je n'ai pas eu le temps d'en apprendre beaucoup sur toi, Roméo. On s'est rencontrés aujourd'hui, on n'a pas forcément dans le même cercle d'amis. Tu habites à Mancy, j'habite à Bordeaux. Mais, en revanche, ta photo de profil Facebook respire le calme, la volupté et la classe. C'est incroyable, mec. J'ai adoré. Cette dégaine de mafieux sicilien à la cravate mal nouée, ça m'a tout de suite fait mouche chez moi, c'est incroyable. Vraiment, j'adore. Donc, je pense que tu vas envoyer du lourd. Et je ne doute pas qu'après avoir brillamment passé ces sélections, tu livreras une performance de qualité en tant que plaideur de la défense. Lourde tâche, plaideur de la défense. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour Roméo Aguilar. Ensuite, dernière étudiante, Valentine. Valentine, il n'y a absolument rien sur les réseaux sociaux à ton propos. C'est impossible de se renseigner sur toi, Valentine. Pire encore, à la question « Est-ce que vous avez des anecdotes sur Valentine posées à son entourage ?» Chaque personne qui m'entoure a répondu « Non. Non, zéro. Rien à dire sur Valentine, donc c'était un peu compliqué. » Mais en réalité, Valentine, tout ce que je sais sur toi me suffit. Parce que j'étais dans l'équipe qui a en partie aidé à ta préparation et j'ai pu observer à travers des réunions Zoom interminables ton talent d'oratrice et ta plume talentueuse qui m'a directement subjugué. La première fois que j'ai écouté ton discours, je te l'ai dit, c'était incroyable. Alors, je suis sûr que Valentine vous prendra par la main des premières secondes de son discours jusqu'à ses derniers mots. Et pour ça, je pense qu'on peut l'applaudir pour lui donner du courage. Alors, pour les deux derniers, j'ai rien gratté. J'ai pas eu le temps.
J'ai pas eu le temps parce que juste avant, on participait à un concours d'éloquence organisé aussi par la FFDE, le championnat de France de débat. Et on s'est couché un peu tard, on avait 24 heures de préparation. Et en fait, je pense que pour ces 2 derniers plaideurs, comme je les connais un peu, je peux vous dire que ils sont tellement incroyables, ou ils m'ont tellement toujours subjugué, je les admire tellement que je pense que je n'ai pas besoin de beaucoup vous en parler, ils laisseront place à leur talent. Le premier est l'ancien second secrétaire de la conférence du barreau. Le second est le premier secrétaire de la conférence du barreau. Et les deux, j'ai eu l'occasion de les voir dans des concours d'avocats organisés par l'association de la conférence du barreau. Et je vous le dis, ça a toujours éveillé en moi de les voir, la passion de l'éloquence. Alors s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui vont vous subjuguer ce soir, Maître Mouli et Maître Brouillou-Laporte. Quelle humilité! Maintenant que la présentation est terminée, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je vous souhaite un bon procès et profitez bien de ce grand moment d'éloquence. Merci à vous. J'appelle à la barre le témoin de l'accusation, Paul Allo, dans le rôle de Crayon. J'ai toujours aimé ce petit moment de calme avant la tempête. Cette petite accalmie qui rassure, avant que les ténèbres n'arrivent, avant que le tourment n'enserre vos pensées. Souvenez-vous de cette nuit où vous vous étiez emprisonné par vos vices et seul, vous vous êtes noyé dans vos cauchemars. Le souffle coupé, les bras liés, qu'une seule chose à faire, se débattre en vain, en espérant que l'on vienne vous sauver. Pauvres âmes perdues que vous êtes. Crayon a laissé à la porte ses émotions, ses sentiments. Il a bravé ses marches, armé de son seul devoir. Il n'est pas des vôtres. Vous qui êtes dans le sentiment et la naïveté, vous entachez les rangs de son peuple, qui devrait être à son image, résolu et respectueux de sa mission. Alors, cher peuple, prêtez-moi l'oreille et le corps, afin de remplir vos engagements. Crayon a à vous parler en ce jour. Il en va de son honneur et de son devoir de roi de Thèbes. Antigone, une jeune effrontée de Thèbes, a bravé mes avertissements. Elle s'est échappée de chez elle, afin de me manquer de respect sur ma propre terre, afin de faire fi de ma propre autorité. De quel droit s'est-elle permise de faire face à Crayon? L'insolente est venue recouvrir le corps de Polynice, son frère, alors que je lui avais formellement interdit. Quelle audace que de bafouer la volonté de son souverain! Quel manque de discernement que de se dérober à la loi, ma loi. La loi. C'est ce qui maintient l'ordre et la prospérité de notre ville. La loi. C'est l'horizon, mais aussi le carcan des hommes. Elle fait prospérer et rêver, autant qu'elle enchaîne et condamne. En bravant la loi, Antigone a malmené les hommes. Elle a bafoué notre société et la raison pour laquelle chacun d'entre vous y contribue. De l'aurore au crépuscule. Alors, si l'on commence à pardonner à ceux qui offensent Thémis, déesse de la justice et de l'ordre, reconnaissons donc comme vertueux les disciples d'Apathée, déesse de la perfidie et de la duperie. L'ordre existe pour maintenir à flot notre cité, la paix prospère, car la loi est respectée. Si l'on se moque d'elle,
Qu'est-ce qui empêchera Thèbes de s'écrouler? Antigone menace notre société, elle trouble notre stabilité, nos codes, notre ordre. Le bonheur, elle l'a balayé du revers de la main, en sachant pertinemment qu'elle nous détruirait tous par ses actions. Moi, elle me détruit peu à peu. Elle s'est jouée de notre lien, comme Polynice s'est jouée du lien qui l'unissait à Éthéocle. Pourquoi fallait-il qu'elle m'échappe? Pourquoi fallait-il qu'Antigone m'abandonne? Les dieux se rient de moi, je crois. Antigone, ma petite Antigone. Comment avons-nous pu en arriver là? Je ne le comprends. Elle, qui a toujours été si différente, si ardente, je l'aime. Je l'aimerai toujours. Elle est le fruit des entrailles de ma chère sœur, Jocaste. J'ai vu grandir cet enfant. Je l'ai élevé, corps et âme. Ma nièce. Antigone est un zéphyr de liberté. Elle m'est toujours apparue comme cette petite fleur défendue, dont on ne doit s'approcher car ses épines risqueraient de vous érafler. Cette petite fleur qui pousse dans l'ombre du jardin, mais qui illumine la nuit de sa singularité. Cette fleur, je l'ai connue, je l'ai aimée et je l'aime toujours. Je ne peux aller à l'encontre du lien de sang et de mémoire qui nous unit. Mon cœur me l'impose. Les sentiments. Voilà ce qui fait faiblir les hommes. L'émotion. Voilà le pacte qui unit les âmes. L'émotion, c'est une harmonie, mais c'est aussi un fardeau. C'est l'humanité qui parle, à cœur ouvert, les yeux fermés. Les yeux fermés. C'est le maître mot de ce soir. Vous tous, autant que vous êtes, ouvrez-les en grand. Cessez d'éprouver et appréciez la raison. J'ai cru en Antigone. J'ai vu en elle une once d'espoir et de conscience. Mais Antigone est un animal social qui n'a jamais fait un avec la meute. C'est un mouvement, un torrent, une tornade qui balaye tout autour d'elle sans se préoccuper du fait qu'une montagne se dressera sur son passage. Je suis pris de désillusion, désabusé, confus. J'ai espéré Antigone, j'ai prié Antigone. Elle m'a dupé. Elle ne désire qu'une chose, se retrouver aux antipodes de ce que chaque humain recherche, le bonheur. Le bonheur. Lorsque j'ai osé lui porter ce mot à l'oreille, elle a été prise de folie. Elle s'est résolue et contrainte à la seule chose qu'elle sait réellement apprécier. La mort et la décadence. Elle n'en a eu que faire de nous tous. Elle nous aurait sacrifiés sur l'autel de l'ordre établi, un à un si elle l'avait pu. J'ai disgracié Polynice alors que son frère Éthéocle était tout aussi malveillant envers Oedipe. Lorsqu'elle l'a appris, rien n'a changé. J'aurais fait l'éloge des deux, elle aurait voulu se donner la mort, je les aurais disgraciés, le résultat aurait été le même. Antigone marche dans les pas d'Oedipe. Chacun fit le choix d'abandonner ce qui comptait réellement pour lui et de fermer les yeux sur ce qui l'entourait, l'un par le fer, l'autre par la folie. Alors, à vous, vous tous, ceux qui l'ont aimé, connu et chéri, mes semblables, prenez votre mal en patience, Créon n'en a pas encore fini. Les sacrifices d'Antigone, lui, il les a faits. Protéger le pacte social en s'abandonnant et en laissant la raison dicter ses choix, cela, il l'a accompli. Il est l'Antégone, celui qui ne s'échappe pas à lui-même et qui conserve sa substance. Si je me mens, si je me contrains à mon cœur, je ne serai plus celui qu'elle a connu, celui qu'elle a apprécié comme figure d'ordre. Je me dois d'enterrer le lien du sang afin de faire perdurer le ciment des briques de Thèbes, jour après jour.
Peuple de Thèbes, la leçon que je tire de cette tragédie est implacable. Au beau milieu de l'hiver de la tourmente, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi l'invincibilité de la raison. Ainsi donc, Créon a parlé. J'appelle à la barre le témoin de la défense, Alexandre Perrault, dans le rôle de Aimon. Toujours les mêmes murailles inébranlables, les mêmes charpentes séculaires, les mêmes briques, foulées par 100 générations. Oui, tu es là, Thèbes, et pourtant je ne te reconnais plus. La Thèbes de mon enfance, la grande, celle qui croyait encore en la grandeur des dieux et des hommes, s'est bien obscurcie. La ville de ma jeunesse, où l'amour des siens avait encore un sens. La cité que régit mon père, hier héros de mon monde, aujourd'hui indigne de celui-ci. Thèbes, partout je te cherche, sur les murs, dans les regards, et nulle part je te retrouve. Entre le palais et cette barre, j'ai croisé 1000 visages familiers, ceux des commerçants de la Grand Place, ceux des pages, qui sont autant d'amis, ceux des mères et de leurs mômes aux rires hier éclatants. Aujourd'hui, tous ces visages étaient parcourus d'un incomestible mélange de mépris, de moquerie et de compassion. Vous toutes et tous ici, êtes convaincus que je ne suis qu'un bon à rien, que je n'ai su retenir le bras de ma fiancée dans son audacieuse entreprise. Oui, c'est vrai, je n'ai rien fait pour l'empêcher, sachant qu'elle allait commettre quelque chose d'irréparable, sans même savoir qu'il s'agissait de rendre les hommages à son frère. Alors non, pas du fait d'une quelconque affection pour Polynice. Je n'ai su qu'après qu'il s'agissait de lui. Non, pas parce que je serais resté pantois. Et non, pas parce que voir la femme que j'aime me dire qu'elle ne pourrait jamais m'épouser m'indifférerait. Je l'ai laissée faire par amour. Je la préfère à mes côtés, évidemment, éternellement. Mais lorsque vous sentez, au fond de votre cœur, que la femme de conviction dont vous êtes tombé amoureux se trouve au point de bascule, celui qui fait qu'elle marquera l'histoire d'un peuple au fer rouge ou d'une pierre blanche, vous la laissez embrasser son destin. Parce que s'il a fallu des siècles à Thèbes pour s'ériger, le roi mon père semble oublier qu'il suffira d'une décision pour que s'effondre sa réputation. Une interprétation qui définira si rendre les hommages à un être, quels que soient ses torts ou ses tares, ou même l'amour qu'on lui porte, est un acte qui mérite qu'on l'y rejoigne dans le trépas. Mesdames et messieurs de la cour, vous vous trompez d'ailleurs, si vous croyez, comme le dit le roi, qu'Antigone n'avait que faire de ce trépas et d'une soi-disant décadence en comparaison à l'amour et à la vie. Ce soir-là, moi, je l'ai lu dans ses yeux. Vous les auriez vus. Pas en pleurs, non, mais débordant de tristesse et de peur. Et c'est pourtant bien cette peur-là, cette peur d'en finir avec tout ce qu'elle aime le plus, qui décuple la beauté de son courage que j'admire tant et la force de son geste. Un geste juste face à une justice tout juste indigeste. Se sachant d'avance condamnable par les instances d'injustice de mon père, elle a malgré tout décidé d'embrasser son destin. Au risque de vous l'apprendre, mesdames et messieurs de la cour, Antigone est une femme de vie, de don et d'amour sincère pour l'humanité. Et moi, c'est pour cela que je l'aime. Elle n'a que faire des apparats, de la vie du quidam, des attentes liées à son rang. Elle suit son cap,
contre vents et marées, guidé par ses convictions, armé de son seul courage. C'est ce courage, justement, qui décuple la force de son geste. Et c'est cela, votre sœur, votre amie, votre nièce, c'est cela, ma femme. Vous, toutes ici dans cette pièce, vous les mères, vous les filles là-haut, et vous, même au fond les brigands, vous tous avez un jour, au moins une fois, croisé le regard de mon Antigone. Et combien parmi vous ont lu en elle la déchaînée, l'enragée, l'insolente que l'on vous décrit? Personne! Personne! Parce qu'au fond, vous le savez comme moi, Antigone a sauvé, oui, pas seulement l'âme de son frère au regard des dieux. Elle a sauvé la face de Thèbes au regard de l'histoire. Elle a bousculé cette chose qui dort en vous, cette petite voix vertueuse et courageuse pareille à la sienne, cette voix qui lutte et hurle contre les lois injustes qui la bâillonnent, cette voix qui sait qu'Antigone est ce que la société redoute le plus, parce qu'elle est l'incarnation de ce que serait un monde plus prospère si l'on avait tous le courage de nous affranchir de nos règles les plus idiotes. Et oui, parce que si Thèbes s'est hier débarrassé de la terreur du Sphinx, il semble aujourd'hui qu'on lui a donné une nouvelle raison d'avoir peur, plus insigneuse, plus sinueuse, en l'arbitraire d'une justice qui condamne ceux qui sauvent. Une justice sans justesse, qui dit froidement devant un homme que sa fiancée est faite pour être morte. Une justice qui condamne à mort celle dont le seul tort est d'avoir eu raison. Vous donnez du pain, des jeux et des coupables au peuple, et on devrait se contenter de profiter du spectacle. Mais c'est une innocente que vous accusez, parce qu'Antigone n'est pas coupable d'avoir bravé la loi. Elle est coupable d'avoir bravé sa loi, à lui, loi d'un homme, un seul, loi de mon père. Cet homme que les dieux et l'histoire attendent patiemment de juger, croyez-moi. Cet homme qui me prépare au commandement de Thèbes d'une main et qui harangue la foule à conspuer sa propre nièce de l'autre, la future mère de sa descendance. Cet homme qui, au fond, ne me prépare pas à être roi de Thèbes, mais roi des bêtes. Vous m'avez dit, ce soir-là, père, que devenir un homme, c'est regarder son père en face. Je vous regarde et vous vois, pareil à la Thèbes que vous construisez, et j'y lis aisément pourquoi vous maudissez ma fiancée. Mais je suis désolé, père, et je refuse absolument que ce soit après sa dernière oraison que le monde comprenne qu'Antigone avait raison. Vous vous trompez tous si vous croyez que cette poignée de terre lancée en une poignée de secondes sur le corps de son frère n'est qu'une affaire de sable et de poussière. Non, loin de là. Ce jeté nous a tous laissé une trace en vol. Telle une encre indélébile, elle rappellera à ceux qui veulent sa condamnation qu'il sentencie à mort le progrès, l'amour et le courage. Une trace qui serait ainsi la malédiction de Thèbes dont ils seraient les oracles, se rendant coupables d'un crime plus odieux encore que celui dont ils accusent Antigone. Et c'est pour cela qu'il faut la quitter. Parce que si les vents et les hommes ont déjà ôté la terre du corps de son frère, les guerres et les tempêtes les plus fortes ne suffiraient pas à débarrasser une terre de votre infamie. Il faut la quitter, parce qu'une éternité ne suffirait pas à Thèbes pour rembourser une dette de sang. Il faut la quitter, parce que la sauver, c'est nous sauver tous. J'appelle à la barre la plaideuse de l'accusation, Valentine Sombré-Galigo.
Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, vous devez statuer ce soir sur le sort d'Antigone. Celui d'une femme qui a délibérément commis un crime dans son intérêt propre et qui brandit la menace de récidiver. Et non pas celui d'une prétendue résistante qui a osé manifester son refus de soumission face à l'oppression. Cette jeune femme a estimé seule qu'il était injuste de priver de sépulture son frère Polynice. Mais si un droit aussi cher que celui d'être enterré lui a été ôté, c'est en conséquence de son inqualifiable attaque à l'encontre de la cité et de chacun d'entre nous. Souvenons-nous, peuple de Thèbes, de la crainte que nous avons ressentie lorsqu'Éthéocle nous avisa de l'assaut qui était en cours. Si Thèbes venait à chuter, nous aurions tout perdu. Femmes et enfants auraient été humiliés, violentés, voire violés ou assassinés. Mais nous avons survécu. Et aujourd'hui, Antigone a failli dans sa condition d'animal social. La vie en communauté dans laquelle nous nous épanouissons demeure grâce à ces normes. La liberté d'aller et venir en sécurité ou de manifester son opinion s'établit par des lois et par le respect de celles-ci. Elles sont nos guides, le socle de notre société, de notre sécurité, et se doivent aussi d'être impitoyables. Il est évident qu'Antigone dispose du droit d'exprimer son désaccord quant à la sanction prononcée à l'encontre de son défunt frère. Nous pouvons comprendre sa peine, et nous serions sans doute effondrés si le même sort était réservé à l'un de nos proches. Condamner une âme à errer éternellement parmi les vivants, sans aucune possibilité de rejoindre le royaume des morts, est abominable. C'est une sanction très dure, mais également très juste. Il vous faudra alors la condamner, car cette manifestation n'a de légitimité que si elle existe par la parole, et certainement pas lorsqu'elle est le résultat d'une infraction. L'exécution d'un acte illégal guidé par la religion, sous prétexte qu'elle serait par nature plus noble et plus juste que le droit positif, n'empêche pas la sanction pénale lorsque la loi est violée. Il n'existe pas encore à ce jour d'immunité religieuse. Notre société est le fruit d'un équilibre fragile entre l'obéissance à la loi et la liberté de critiquer. Par son geste, Antigone a nui à cet équilibre. Elle a choisi, en pleine conscience, de porter atteinte à l'ordre public. Si l'origine de son acte était justifiée par une profonde conviction que le roi avait tort d'imposer une telle norme, pourquoi affirmer qu'elle récidiverait encore et encore, alors même que Créon lui offrait cette opportunité de parole? Elle a prouvé à cet instant que son action n'existait pas pour honorer son cruel frère, mais pour semer le trouble dans la cité. Elle ne désirait plus offrir la paix à une âme errante. Non. Désormais, elle refusait d'adhérer aux conditions de l'existence. Ce oui qu'elle méprise tant n'est rien d'autre que les obligations qu'incombe une vie en société. Oui, mademoiselle Antigone, chaque individu sera amené au cours de sa vie à agir dans l'intérêt général pour préserver la paix. Et ce, même si cela manque de passion. La réalité, c'est qu'Antigone ne savait plus pourquoi elle avait commis ce geste. Elle ne savait plus, ou plutôt elle n'a jamais su, car son acte n'a jamais été guidé par une conviction profonde, que si ce n'est par un immense mépris de l'État. Si cette jeune femme était viscéralement animée par la résistance face à l'oppression, comment expliquer ses propos versatiles? Par ses privilèges, elle a eu la possibilité de s'exprimer lors de son dernier échange avec le roi, d'argumenter, de démontrer que la loi imposée était contraire à la raison. Et pourtant, une fois encore,
la passion l'a submergé. Et cette passion nuit à l'ensemble de la cité. C'est cette même passion qui l'a conduite à se réduire à l'état de rongeur en grattant la terre avec ses ongles pour recouvrir la dépouille de son frère. Au moment de l'infraction, Antigone n'était plus une personne douée d'intelligence, une personne rationnelle, mais un corps enragé et incapable d'asservir ses violentes pulsions. À cet instant, elle ne pensait pas, donc elle n'était pas. Seul l'instinct animal, l'instinct primaire, dangereux pour ses pairs, subsistait. Les caractéristiques distinguant l'homme de l'animal, que sont la parole et la pensée, lui étaient extrinsèques. Elle ne se maîtrisait plus, elle n'était plus un animal politique, mais simplement un animal au service de principes divins, en totale rupture avec la société. La rebelle en devient alors d'autant plus incontrôlable. Mais de quel droit cette femme qui n'est jusqu'à preuve du contraire ni notre déesse ni notre reine s'autorise-t-elle à nous imposer ses convictions religieuses? Par son geste, Antigone prive la cité de sécurité et de justice. Polynice est une sanction exemplaire. Sa dépouille est à la vue de tous pour décourager quiconque ayant la volonté d'envahir la cité. Son parfum putride se répand pour exhiber le sort réservé aux traîtres nous menaçant. Son corps vidé de son dernier souffle est la garantie de votre sécurité. En lui donnant illégalement sépulture, cette impertinente balaie, dénie, annule ce droit fondamental. Mais peu lui importe, car à ses yeux, elle seule est en mesure de comprendre ses lois. Nous autres n'étant que la foule, la masse manipulée devant être éclairée. Sa grande sensibilité lui permettrait de recevoir distinctement les ordres des dieux. Fort heureusement, le divin ne lui a pas glissé à l'oreille de sacrifier la vie d'un enfant pour honorer son frère. Mais qui est l'être manipulé? Qui parmi les habitants a agi sans songer aux droits et libertés de chacun, à la paix, à la sécurité? La volonté des dieux devrait-elle être réellement assouvie en dépit de tout principe? Il serait pourtant fâcheux d'adopter cette position, car l'histoire avait montré qu'elle est impraticable. La transcendance de ces principes sur le droit positif ne peut et ne pourra jamais triompher, en raison de notre condition d'homme. Alors que nous pensons comprendre ces lois et les intégrer, les mots perdurent. Rousseau disait cette phrase: « Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source. » Mais si nous savions la recevoir de si haut, nous n'aurions besoin de gouvernement ni des lois. Le fait est que nous ne savons pas vivre ensemble sans cette organisation. L'idéal d'une société sans normes est une utopie. Si tel était le cas, comment justifier la tentative de prise de Thèbes par Polynice et les Argiens? Comment justifier sa barbarie? Sa tyrannie était-elle issue des lois naturelles? Est-ce donc cela la justice divine? Une justice marquée par la bestialité, la cruauté, l'inhumanité? Est-ce donc ça qu'Antigone souhaite magnifier et honorer? En l'absence du pouvoir souverain, la vie humaine est condamnée à l'enfer de l'état de nature. Le geste d'Antigone n'est pas un simple rejet d'une loi sanctionnant son frère, mais c'est le profond mépris de la légalité et de notre société. En enterrant Polynice, elle ne procure pas les honneurs funèbres à un homme, mais elle initie la destruction du contrat social, qui assure pourtant la pérennité de notre harmonie. Ce pacte nous réunit et assure la liberté des hommes, votre liberté. Et elle ne peut exister que sous le prisme du cadre légal qu'elle impose. En méprisant la loi, Antigone instaure une hiérarchie et nous oblige à n'être que les sujets d'une reine autoproclamée disposant du droit d'être au-dessus de toutes les normes. Elle a entretenu le mal qui menace la cité. Le vrai crime d'Antigone n'est pas d'avoir désobéi à une quelconque loi, mais d'avoir commis un crime de lèse-majesté, la pire offense à une communauté.
Elle a renié la souveraineté de l'intérêt général pour servir ses intérêts individuels, ses passions, ses pulsions. Si l'homme est un loup pour l'homme, Antigone est notre loup à tous. Alors, chère assemblée, n'oubliez pas que la transgression des normes au nom de principes divins n'a jamais conduit à la paix et condamné cette criminelle. L'histoire l'a parfaitement démontré et le présent nous rappelle à nous-mêmes. D'aucuns disent d'Antigone qu'elle est la première résistante, mais être dans la plus parfaite des illégalités au nom de Dieu, ne serait-il pas au contraire les prémices du plus vil séparatisme? Souvenez-vous de Pandore et ne laissez pas le mal se répandre là où jamais il ne devrait prendre place. J'appelle à la barre le plaideur de la défense, Roméo Aguilar. Une bombe est jetée. Un homme est mort. 17 février 1905, à midi. Un socialiste décide de tuer l'oncle du tsar russe. 17 février 1905, à 23 heures. La femme du grand-duc va voir le meurtrier, Ivan Kalaïev. Il explique que tuer cet homme, c'est nous sauver, tous. En faire un signe de la fin du régime des tsars, c'est un geste politique dont la société russe a besoin. Le 28 janvier 2023, à 20h34, 118 ans après, la question est la même. Condamné, peut-être à mort, pour un geste politique. Est-ce nous sauver, tous, ou tous nous condamner? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, nos échines se sont dressées par les arguments et témoignages de l'accusation. Et sans besoin de faire la confession d'enfants de ce siècle, je peux vous affirmer qu'une jeunesse s'élève et rien ne peut l'arrêter. Une jeunesse avec en vue une promesse de l'aube. Une jeune, d'abord en laisse, Antigone, qui avec le temps a pu grandir, tenir sur ses deux jambes et préfère mourir pour vivre ainsi, plutôt que d'accepter d'être à genoux face aux décisions tyranniques. Madame la procureure, biaiser les faits nous a permis de voir un avis. Mais il est temps de faire justice et de voir les faits sans artifice. À l'image de la liberté guidant le peuple, Antigone cherche à montrer la voie, littéralement comme spirituellement. Avec son père, Oedipe, elle guide celui qui se crève les yeux pour fuir son passé vers son avenir, lui montre le chemin vers la terre promise par Apollon. Elle ne le sait pas, mais mène au lieu de sa mort son père. Bornée à aider le borgne, elle lui permet de voir la lumière et surtout de se coucher une dernière fois, dignement. Avec ses frères, Éthéocle et Polynice, eux, elle ne les amène pas à leur mort, car ils s'y mènent mutuellement. L'un, roi par traîtrise, l'autre, qui veut faire couler le sang pour le devenir, se retire conjointement la vie au-devant des portes de Thèbes. Elle cherche alors à guider à la liberté et de la paix éternelle le corps du frère resté sur terre, quand l'autre a pu connaître sa sépulture, ceux qui nous différencient des animaux. La sépulture. Antigone ne peut pas comprendre qu'un bout de papier suffirait à troubler la paix de l'au-delà. Son frère deviendrait-il un soldat tombé à Verdun? À l'identité connue pour lancer les assauts, mais perdue, une fois tombée. Toutes ces questions meurtrissent l'esprit d'Antigone. Charles Baudelaire nous a-t-il pas suffisamment dégoûtés de la charogne pour que nous laissions la loi nous faire humer l'odeur de celle-ci? Qui plus est,
pour mieux nous tenir dans notre servitude, selon Créon. Antigone ne l'accepte pas. Armée d'une pelle que son frère lui avait offert, mais aussi de ses mains, la princesse de Thèbes se fait saigner les ongles, se salit, se ferait traiter de putain par les gardes. Elle se fait traîner à même le sol quand elle réussit à partiellement enterrer son frère. Elle est amenée face à notre Caligula, qui, à défaut d'avoir l'amour des siens, alimente la haine des autres. Elle y apprend que dans Thèbes, on veut faire régner l'ordre par l'équilibre de la terreur. Être traîné hors de la vue de son frère a fait se souvenir à Antigone tous les moments passés avec lui, quand il l'embêtait, quand ils ont menti pour se couvrir, quand elle est partie de la ville de Thèbes. Quand il est parti de la ville de Thèbes. Car la plus grande douleur n'est pas de voir les restes de son frère, c'est de savoir qu'elle verra ses souvenirs de lui disparaître plus vite que son corps, emporté par les corbeaux. Et Antigone ne peut pas l'accepter. Elle ne peut pas accepter cela face à l'inhumanité, la bestialité, la cruauté du pouvoir. Madame la procureure, vous voulez nous faire accepter que punir un corps est raisonnable, sans même pouvoir l'identifier. Car non, ce corps ne l'a pas été. Créon lui-même, peut-être au travers d'un dol par réticence, nous a oublié de le dire, mais il est incapable de savoir si c'était Théocle ou Polynice qui est ce corps. Créon, vous nous dites que la loi est l'horizon de tous les hommes. Je partage cet avis. Votre loi, toutefois, est au crépuscule. Celle d'Antigone est notre promesse de l'aube. La proposition de condamnation n'appelle pas qu'à crucifier sur l'autel de l'ordre la dignité d'un homme. Non, c'est bien pire. C'est de remplacer la paix par la guerre, la force de la loi par l'ignorance de nos principes fondamentaux et la liberté de penser par une servitude que l'on cherche à vous faire croire volontaire. En portant atteinte à la dignité humaine, en laissant pourrir son neveu, non seulement est abandonné à la réflexion pour embrasser la discrimination, mais les passions sont embrasées, sans inhumation. La société délaissée, l'égalité abandonnée, la sépulture mise en lambeaux. L'archaïsme moyenâgeux est déterré. La peste court nos rues, aussi noire que le visage nécrosé du corps aux portes de Thèbes. Laissez cette charogne. C'est persévérer à voir le visage de nos vérités, celle de la décomposition de l'état de droit, celle du germe déposé par les parasites réalisant le rêve de tous les despotes. Culpabilité avant innocence. La loi est la même pour toutes selon l'article 6 de la DDHC. Et le temps du commandement de l'ordre légitime pour justifier une trahison à nos bases légales est dépassé. Nos baïonnettes sont intelligentes et, dans l'univers du révolté, la mort exalte l'injustice et matérialise son suprême abus. Les fossoyeurs de nos valeurs. Creusent tant qu'ils s'apparentent à Antigone. Un détail, enterré pour la dignité d'un homme. Voilà la mission d'Antigone. Enterré contre la dignité du droit, contre la dignité de notre droit. Voilà ce sur quoi repose la légitimité de ce régime. Parce qu'Antigone n'a pas fait, elle n'a que tenté, elle n'a pas enterré. Le décret est inapplicable. Antigone ne peut pas être condamnée. La loi n'accorde que la peine de mort, ce que vous n'avez pas requis. Et Antigone ne peut pas l'être. Elle ne peut pas être condamnée dans notre société humaine, à moins que nous retombions dans la ferme des animaux, où, pendant que le procureur condamne, pendant que l'on s'occupe, où le procureur condamne, pendant que l'on s'occupe à modifier la loi, au gré des flots des larmes et des marches de présumés coupables. Car la force de ces tribunaux est d'accorder à chaque acte des conséquences sur la base du droit.
Mais quelle crédibilité aux reproches faits contre Antigone, quand ils ressemblent plus à ceux d'un tribunal révolutionnaire qu'à ceux de l'autorité judiciaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, la pyramide de Kelsen et notre droit se meurent, mais vous avez la possibilité de l'éviter. Acquittez, car bientôt, sinon, le silence aura plus de valeur que la parole. Antigone, elle, ne parle pas, mais n'est pas silencieuse. Elle agit pour la dignité humaine, car c'est ce qui nous différencie. Ceux qui défendent de ceux qui condamnent. Ceux qui condamnent demandent aux autres de le faire. Ceux qui défendent le font par eux-mêmes. Nous ne pouvons bénéficier de droits sans devoir. La partie accusatrice l'a si bien dit. Mais alors, peut-on bénéficier de pouvoir sans craindre la balance égyptienne? Heureux hasard. Celle-ci servait à peser le poids de l'âme du défunt pour savoir sa valeur. Or, par la loi litigieuse, non seulement nous brisons des vies entières, celle d'Antigone, démon et la dignité du corps putride, mais nous manquons à respecter cette justice divine qui est à la base de votre souveraineté. Entre humains, ni nos engagements conventionnels, ni notre constitution ne sauraient contredire le droit de tous les hommes de vivre comme de mourir en paix. Et Théoc, ou du moins le corps auquel on attribue cette identité, ne peut pas vivre en paix selon la procureure. Mais notre justice n'est pas faite pour respecter les volontés politiques de faire des symboles là où les faits ne s'y prêtent pas. Le voile bandant les yeux de la justice ne doivent pas devenir les œillères du pouvoir qui veut diriger ce qui se passe au sein de ce prétoire, comme à l'intérieur de cette porte de Thèbes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, un homme est mort. Une bombe est jetée. Cette bombe, c'est la fin du droit pour tous. C'est le droit contre soi. Mais après tout, qu'est-ce que ça change? Demain dès l'aube, Madame la procureure se lèvera, accusera, condamnera. Peut-être vous aussi. Le temps passe, vous oublierez, mais l'histoire reste. Le sang se nettoie, la dette de sang moins, mais votre décision sera gravée dans le marbre. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, choisir, c'est renoncer. Et ce 28 janvier 2023, à 20h44, c'est à vous de voir. Condamner pour sauver la légitimité de Créon, ou acquitter pour nous sauver, tous. J'appelle à la barre Maître Brouillou-Laporte, plaideur de l'accusation. Peuple de Thèbes, tu es venu en nombre aujourd'hui pour voir juger l'une des tiennes. Et une fois n'est pas coutume, la défense plaide le vent dans le dos aujourd'hui. Dieu sait qu'il n'y a rien de pire que de plaider l'évidence. Je les entends encore, bourdonner dans mes oreilles. C'est la palissade et les autres lieux communs qui nous ont été susurrés le cœur sur la main. Oui, mes chers collègues de l'accusation, aujourd'hui est votre jour de chance, car vous venez de goûter à ce que la vie peut vous offrir de plus puissant. Plaidez le vent de face et œuvrez à rallier l'opinion opposante à vos mots. Peuple de Thèbes, je sais
que ton cœur penche pour notre chère Antigone. Car tout comme elle, tu aspires à préférer mourir debout plutôt que vivre à genoux. Et l'ironie veut que ta sympathie pour sa cause justifierait à elle seule sa condamnation. Car condamner Antigone, c'est précisément refuser de lui voler son crime. Ne vois-tu pas, peuple de Thèbes, que l'absence de condamnation viderait le caractère transgressif de l'acte d'Antigone? Comment pourrait-elle se prévaloir de courage ou de résistance si elle n'a finalement rien fait qui soit condamnable aux yeux des juges représentant la bouche de cette loi même qu'elle dit combattre? Et plus encore, et outre cette ironie, je sais aussi qu'au tréfonds de toi-même, tu cherches en réalité à confronter la meilleure d'entre nous à la loi qui nous lie tous et que tu as toi-même acceptée par le sacre de ton roi Créon. Cette confrontation, tu l'attends, tu la veux, car derrière elle, elle se joue le principe de l'égalité. C'est parce que nous sommes tous égaux face à la loi, quelle qu'elle soit, que l'arbitraire tyrannique a été chassé des portes de notre cité. Alors méfie-toi, peuple de Thèbes. Ne te laisse pas séduire par l'autre avocat, à la voix sensuelle et aux formes généreuses. La défense ne cherche qu'une chose aujourd'hui, te tromper de procès. Antigone doit être jugée et condamnée pour avoir enfreint la même loi qui s'applique à nous tous. Et ce n'est pas, comme il cherche à te le faire croire, le procès de savoir si la loi ainsi violée est juste ou non. La loi est la loi. Et c'est parce que sa violation emporte sanction que notre contrat social peut subsister. Je refuse de vivre dans un monde où Antigone ne serait pas condamnée sous prétexte de désobéissance juste ou nécessaire. Mais imaginez seulement une société où la justice serait à géométrie variable, où la sanction des manquements à la loi dépendrait d'un débat sur le fait de savoir si les motivations du délinquant sont légitimes ou non. Nul doute qu'il s'agirait ici du tour de clé ouvrant la boîte de Pandore. Je vous le dis et je vous l'affirme. La domination des valeurs décrétées comme supérieures sur le principe de l'égalité serait, à n'en pas douter, la pire des tyrannies. Comment ne pas comprendre qu'une société se doit de juger les siens par rapport à la seule question de savoir de ce qui est légal ou illégal et non de ce qui est juste ou injuste? Comment ne pas voir que l'arbitraire émerge forcément en présence d'un droit naturel ou de valeurs prétendument justes car universelles? Mais où commence cette universalité et où s'arrête-t-elle? C'est précisément de l'arbitraire que naissent toutes les injustices. Osera-t-on nier que c'est précisément sous couvert de valeurs supérieurement justes que les plus injustes d'entre nous ont justifié croisades et djihad? Et puis, à qui reviendrait-il la tâche de déterminer ce qui est juste ou non, ce qui justifie la désobéissance ou non? Croire en des valeurs universelles qui lieraient les hommes et les femmes et s'imposeraient à eux de la même façon est le pire des mensonges. Il n'y a qu'à se baisser dans le caniveau pour voir le nombre de prétendues valeurs universelles bafouées par les uns ou les autres. À dire vrai, les valeurs des uns ne sont pas les valeurs des autres. Et c'est parce que nous sommes tous différents, que nous ne croyons pas en les mêmes choses, que le principe de l'égalité nous lie et nous permet le vivre ensemble. Mais je n'entends pas me cacher derrière mon petit doigt. Je devine ton interrogation, peuple de Thèbes. Tu te demandes au fond si le principe de l'égalité doit impliquer pour autant d'être condamné à obéir envers et contre tout, à obéir même aux lois que l'on estime injustes. Je crois qu'il faut en réalité distinguer l'acte personnel de désobéissance et la réponse légale de la désobéissance elle-même. Si l'on peut admettre qu'il existe chez chacun de nous un droit intime et individuel de désobéir à une norme que l'on estime être injuste, il n'en demeure pas moins que cette désobéissance doit être sanctionnée. Car ce n'est que par la sanction égalitariste de la désobéissance que notre cité peut se revendiquer état de droit. C'est parce qu'Antigone doit être condamnée que nous sommes tous égaux.
Elle doit être condamnée justement, proportionnellement, mais condamnée quand même. La vérité, Antigone, c'est que tu t'es trompé d'adversaire. Ce n'est pas contre la loi que tu dois mener ta lutte, mais bien contre ceux qui la proposent et la votent. Ce n'est pas contre la loi que tu dois diriger ta colère, mais plutôt contre ceux qui ne savent pas l'appliquer avec bonté. Ce ne sont pas les lois qui sont injustes, mais ceux qui requièrent sans sagesse. Antigone, n'as-tu pas compris que la justice est avant tout celle qui porte la signature de ceux qui la rendent? D'ailleurs, je me sens vaciller. Ça y est, moi aussi j'y succombe. Peuple de Thèbes, pardonne-moi, mais l'habit d'accusateur du roi s'empare de moi. Je me surprends à goûter l'ivresse du pouvoir attaché à ma fonction. Après tout, ne suis-je pas le censeur d'une morale et de mœurs dont je suis le seul à en définir les contours? Je détiens dans ma main, moi et moi seul, la décision de dire si telle ou telle personne est bonne ou mauvaise aux yeux de notre société. Que dis-je? Aux yeux de ma société. Oui, je requiers donc je suis. La société, c'est moi. Oh Antigone, tu ne sais pas dans quelle main sale tu viens de tomber. Au diable les grandes théories, au bûcher le principe de l'égalité. Je vais requérir ta punition. Non pas parce que j'y crois, mais parce que je n'existe que par le châtiment. Bienvenue dans cette justice des hommes, Antigone. Gangréné par les égaux et la vilainie de tes semblables, à qui l'on a pourtant octroyé le pouvoir de juger. Oui, je vais requérir ta condamnation, alors que je ne sais rien de toi. Oui, je vais requérir ta condamnation, alors que je n'ai jamais éprouvé les difficultés que tu as subies. Je ne regarderai pas ta complexité, je nierai tes carences, et je contesterai tes forces. Si encore tu appartenais à ma loge, peut-être que je pourrais faire preuve d'une fraternité, mais hélas pour toi, tel n'est pas le cas. Et j'exige que ton espoir soit mis au cachot, car à la différence de tes baveux, n'oublie pas que mon serment de magistrat ne parle pas de fidélité ou quoi que ce soit, et non d'humanité. Non, je suis là pour incarner. Peu m'importe de connaître ton histoire, Antigone. Je suis du côté des forts et je brise les faibles. Je crache sur tes explications, je défecte sur tes remords et je me torche avec tes promesses. Antigone, tu l'as compris, je ne suis pas Charlie, mais l'accusation. J'accuse Antigone car ma charge me l'incombe. J'accuse Antigone car elle est la raison de ma fonction. J'accuse Antigone car elle est la forêt de mon incendie. Alors, comme le veut l'histoire, je requiers qu'Antigone soit enterrée vivante. Mais le sens de l'histoire n'est pas à la hauteur de ma charge, et je fais partie de ceux qui ne sauraient se voir confier le moindre pouvoir entre les mains. Alors, peuple de Thèbes, laisse-moi à présent avancer démasqué. Je requiers qu'avant son enterrement, Antigone soit condamnée à creuser avec ses mains toutes les tombes de ceux qui l'ont bafouée, trahi et sali. Je requiers que tous les êtres chers d'Antigone ne puissent bénéficier de sépulture et soient tous condamnés à dépérir dans nos décharges les plus insalubres. Je requiers que la loi violée par Antigone lui soit inscrite sur le corps à la lame de feu. Je requiers que l'on tranche la langue à quiconque prononçant le nom d'Antigone. Seulement après tout cela, ma très chère Antigone, tu pourras alors être enterrée vivante. Tel est le sens de mes réquisitions. Tel est ce que doit être la justice, ma justice. J'appelle à la barre l'avocat de la défense, Maître Mouly. Très bien. Quel spectacle! Peuple de Thèbes, n'êtes-vous pas rassasiés? Peuple de Thèbes, ne vous êtes-vous pas assez divertis
devant ce simulacre. N'êtes-vous pas là pour ça? La scène est plantée. Chaque comédien est à sa place. Dans ce palais aux allures de temple, d'une froideur abyssale. 5000 ans d'histoire. 5000 ans d'histoire. Spectateurs et spectatrices sont venus ici en masse contempler la chute funeste d'une fille de roi que l'on vous présente maintenant comme fille de joie. 5000 ans d'histoire. Pour en revenir au point de départ, une révolution gâchée, tel Sisyphe qui recommence à jamais. Du pain et des jeux, du sang et des larmes pour vous, peuple de Thèbes. C'est ça, votre justice, un exutoire, libérateur de vos bas instincts. J'ai honte, tellement honte. Et dans cette tragédie grecque, cette comédie judiciaire, qui mieux que l'accusation? Qui mieux que monsieur l'avocat général, dans toute sa magnificence décadente, dans tout son saint orgueil, dans toute sa déraisonnable splendeur sadomasochiste. La moustache a disparu, mais les idées font toujours fureur. Vous n'êtes bon qu'à tuer les mythes, monsieur l'avocat général. Vous avez, on le ressent, faim de vengeance au point d'en perdre toute concentration, tout sens critique. Aujourd'hui, vous nous avez servi des salades grecques, pire, des carottes Vichy comme plat de résistance. Vous avez choisi votre camp, monsieur l'avocat général, vous et votre collaboratrice, gorgone à la langue de serpent. Les loups sont entrés dans le prétoire pour nous jouer cette divine comédie. Et vous jurez, contemplatifs, de ces témoins d'un instant, esclaves d'un procès qui se veut historique, sinon dystopique. Oh, vous attendez peut-être que je vous demande d'en revenir à de plus justes proportions, que j'en appelle à votre humanité, à votre honneur, à vos valeurs, à votre cœur. Jamais! Jamais vous m'entendez tel un cheval de Troie qui s'insinue dans votre esprit. Je n'aurai de cesse de vous convaincre. Car vous vous apprêtez à juger une femme. Et quelle femme ne vous en déplaise, monsieur l'avocat général? Un être révolté, dont je suis l'obligé, qui incarne la rébellion, la désobéissance civile, sur la base d'une loi injuste, tellement injuste, et qui n'a à aucun moment été remise en question. Femme! Femme, je crie ton nom! Antigone! 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 Et où est-elle? Antigone! Non, parce que, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, personne ne s'en est ému. Mais où est ma cliente? Vous, gens de droit, l'avez-vous aperçu? L'avez-vous entendu? Avez-vous écouté son affliction? Connaissez-vous ne serait-ce que ses joies, que ses peines, ou les raisons mêmes de son geste? Bien sûr que non. Et pourtant, vous la verriez, jeune fille fluette, quelque peu infantile, voire même puérile, pâle,
noiraude, avec des grands yeux graves. Mais ne vous laissez pas tromper, c'est une vierge guerrière, amazone casquée, intransigeante idéaliste, à la force d'esprit herculéenne, qui se tient aux antipodes de la violence. Elle transgresse l'interdit et tente de faire entendre sa voix à travers moi, son baveux. Il y a en elle une immense croyance, jamais enseignée ni permise par la loi. Élever la justice, oh pas celle des hommes, non, celle du cœur. Et quel cœur, il faut le dire, quand on connaît sa famille. Je vous rappelle quand même qu'elle est le fruit d'une relation incestueuse entre Oedipe, qui est à la fois son père et son frère, et Jocaste, qui représente tant sa mère que sa grand-mère, sans compter son mariage avec Aimon, son cousin. Vous l'aurez compris, des gens du Nord, sans doute, ou du Médoc, ou encore de la Dordogne, comme monsieur l'avocat général. Et n'oublions pas ses sœurs, la frivole Ismène et la combattante Octogone. Mais ma cliente n'est pas là. On l'empêche d'assister à son propre sacre. On bafoue encore et toujours les droits de la défense. Mais l'auriez-vous écouté au moins, cette éternelle Cassandre, engoncée que vous êtes dans vos certitudes? Mon associé a raison, à croire que bientôt le silence aura plus de valeur que la parole, et que j'en viendrai moi-même, avocat, un jour à me taire. Ça vous ferait tellement plaisir. Car c'est cela, le régime de Créon. Vous l'avez entendu, bête infâme, minotaure gardien de l'arbitraire. C'est cela votre souverain, empli de fausses émotions. Vous avez vu son véritable visage, incarnant la raison d'État sous sa forme la plus despotique, la plus injuste, décidant par lui-même, pour les autres. Et vous allez me trouver quelque peu pointilleux, mais c'est mon devoir d'avocat et je profite de la présence d'historiens antiques ici, mais tout de même, 2465 ans de détention provisoire. C'est long. 2465 ans, Monsieur le Président, vous commenciez à peine vos études. Oh, je vous rassure, n'y voyez là, Monsieur le Président, qu'une boutade. En ce temps du simple trublion que je suis, c'est tellement un plaisir d'avoir un jury aussi érudit. D'habitude, on nous met des magistrats. C'est donc cet ordre établi que je viens de vous présenter, qui n'a cure des délais raisonnables, des droits de la défense, que l'on soutient de l'autre côté de la barre. La question qui vous est posée est limpide. Cette jeune femme est-elle coupable de s'être opposée à la volonté d'un roi? Entendriez-vous réellement, aujourd'hui, condamner la résistance face à l'arbitraire, condamner le devoir de s'opposer à la tyrannie, condamner un amour inconditionnel pour un être cher, car le geste litigieux est d'une innocence pure? Imaginez le corps de votre frère gisant, laissé sans pleurs et sans sépulture, à la proie des corbeaux et des chacals, car il n'aurait mérité, semble-t-il, qu'une errance éternelle, ce frère mort, baissé par les bras funestes de Morphée, bercé même, aujourd'hui entouré d'une garde, comme s'il avait réussi à se faire roi. Quiconque osera lui rendre des devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort.
Eh bien elle, Antigone, Jeanne d'Arc des temps antiques, par un simple geste d'amour, de dignité, de justice, avec ses ongles cassés, pleins de terre, avec ses balafres que les gardes royaux lui ont causés, elle, avec sa peur qui lui tord les boyaux, elle, à ce moment-là, elle est reine. Elle lui accorde une sépulture, elle lui offre un lieu de repos et évite l'insoutenable vision d'une décomposition cadavérique. Quel acte inhumain que d'empêcher un être de trouver la paix de l'au-delà, de l'empêcher d'entrer dans le royaume des morts. Elle s'est engagée seule dans un combat de rupture. Rupture face à l'ordre établi, prête à mourir pour ses idées, et de mort lente en plus, prête à braver les flots du Styx aux côtés de Charon. Une rupture qui s'élève contre l'oppression, non d'un roi, mais simplement d'un homme parmi les hommes, son propre fils, Aimon l'a rappelé, ce soir à la barre. Les dieux le jugeront. Mes amis, dans ce pays, nous avons coupé des têtes. Entendez-vous les couronner à nouveau? Monsieur l'avocat général l'a dit lui-même, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Rappelez-vous qu'un homme ne peut asservir un peuple que si ce peuple ne s'asservit pas d'abord. Rappelez-vous votre désir de liberté. Rappelez-vous qu'un idéal existe dans la domination, qu'un idéal existe loin de la domination et de la servitude volontaire, et qu'il ne tient qu'à vous d'y souscrire, tous ensemble. Antigone, mais elle n'a fait qu'obéir à la loi du sang, bravant la loi des hommes, presque au prix de sa propre vie. Et voilà qu'aujourd'hui, vous la présentez comme une vulgaire criminelle, un vulgaire rongeur. Femme trouble-faite, Pandore responsable de tous les maux de l'humanité. Mais au nom de quoi, Madame l'avocat général? Au nom de quoi, Monsieur l'avocat général? De la justice? De la sécurité? Mais de toute façon, je ne vais certainement pas demander à l'accusation de comprendre que la désobéissance civile est un devoir. Ce débat est bien vain, votre parole indépendante étant aussi servile que votre plume. Néanmoins, je n'accorderai qu'une seule chose à l'homme que vous avez fait roi, qu'il a effectivement tenté de sauver sa nièce en cachant la terrible vérité. Les lois ne sont donc pas les mêmes selon que vous soyez puissant ou misérable. Après la tyrannie, le népotisme, et vous, petits gens du peuple, vous dansez, pire, vous applaudissez. Et puisque c'est dans les prétoires que l'on sonde au plus profond les âmes de chacun, seriez-vous capable, vous, ne serait-ce qu'un seul instant, de vous élever contre l'oppression, contre l'injustice sociale? Que l'on soit clair, je parle de véritable action, pas celle détournée, exercée en un Instagram, derrière le prisme d'un miroir qui ne fait que refléter Narcisse, pas celle confondue, voire bafouée, d'un bel oiseau bleu qui aurait tweeté trop près du soleil. Seriez-vous capable, à l'instar de ma cliente, d'être le mouton noir qui guide le troupeau? Et s'il vous plaît, par pitié, ne me citez pas une énième fois les plus grands qui se sont soulevés, élevés pour des combats anecdotiques. Ne tombez pas dans ce qui est convenu, je vous en prie. Le combat contre un système innommable que celui de l'esclavage. Le combat contre une idéologie inique qu'est le racisme. Le combat contre une infraction injuste que celui de l'avortement. Le combat contre une peine infâme que celle de la mort. Oh non, 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 non. Pensez plutôt à ceux qui démantèlent des fast-foods,
qui décrochent des tableaux présidentiels, qui jettent leur déjeuner sur les tournesols de Van Gogh, qui s'infiltrent dans nos musées, nos théâtres, nos librairies, nos cinémas, bref, de véritables héros des temps modernes. La révolution est en marche, la censure déguisée aussi. Vous demeurerez peut-être des éternels inconnus. Et alors? Les vrais héros ne recherchent pas la lumière. Certains combattent en ce moment. D'autres sont déjà tombés. Certains d'entre eux portent cette toge noire, cette robe d'une vie, tout comme moi. Avocats menacés, arrêtés, torturés, assassinés. En Iran, maître Souheila Ejab, torturé. Au Mexique, maître Arnulfo Soriano, assassiné. Maître Veronica Guerrero, assassinée. En Turquie, ce matin même, en pleine conférence de presse, le bâtonnier du barreau de Diyarbakir, maître Tahir Elsi, assassiné. Que voulez-vous? Il est plus facile de tirer des coups de feu que de faire la paix. Tel Atlas, leur singularité était leur fardeau, et toutes ont notre reconnaissance sur la place des grands hommes où l'on se sent tellement misérable face à leur combat. Tous et bien d'autres, encore, sont Antigone, car elle n'est plus une simple femme, elle est un symbole, que vous le vouliez ou non, quoi que vous décidiez ce soir. Vous avez été Charlie, soit. Soyez maintenant Antigone. Rassurez-vous, pas vous, monsieur l'avocat général, vous pouvez vous rendormir, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Alors indignez-vous, mais avec raison, avec intelligence, indignez-vous. Certes, les raisons pour le faire dans ce monde complexe peuvent paraître moins nettes qu'au temps jadis, mais cherchez et vous trouverez. Moi, j'ai déjà trouvé mon ennemi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, ceux qui ont plaidé ce soir devant vous vous saluent. Pour les autres, et surtout pour elle, Antigone, vous avez le choix. Aujourd'hui, c'est encore le peuple qui décide, peut-être pour la dernière fois. Vous faire complice de ces milliers d'individus, grouillant dans toute la ville, qui, lorsqu'ils la verront, avancer jusqu'au supplice, la hueront, la prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard rempli de haine. Et viendra ensuite le silence. Ou alors vous pouvez empêcher une énième tragédie, empêcher que l'angoisse atroce, despotique, sur son crâne incliné plante son drapeau noir. Et d'un simple geste, salvateur, solennel et juste, vous la quitterez. Cher public, le jury va maintenant se retirer pour délibérer. Nous vous proposons de vous retirer également pour vous libérer, mais, comme Antigone, revenez-nous pour les résultats. Bonsoir à tous. La durée de notre délibération montre combien la décision était difficile et pour quelles raisons, à cause du talent supérieur de toutes les oratrices, de tous les orateurs que nous avons entendus ce soir. Et donc c'est la première chose à dire.
on a compris ce soir, et là je le dis sans sourire, hein, ce que c'est que la présence de l'orateur, la présence de celui qui sait à la fois être spirituel, émouvant, parsemer son texte de subtiles références littéraires, et puis ensuite faire rire, et tout ça en argumentant de manière rigoureuse. C'était vraiment un festival d'éloquence, et je tiens à remercier tous les organisateurs pour cette belle soirée. Alors donc, nous avions la tâche difficile d'arbitrer, choisir et décider. En ce qui concerne les témoins, alors les témoins étaient si bons l'un et l'autre que c'est ce qui a pris le plus de temps dans notre délibération. Choisir alors que les deux discours étaient excellents. Ce qui nous a guidés, c'est le critère, c'est-à-dire du discours qui était le plus proche à nos yeux d'un témoignage, au sens strict, et pas d'une plaidoirie totale. Et c'est donc pour cette raison que nous pensons que le meilleur témoignage était celui d'Alexandre Perrault. Tout en rendant hommage, je le répète, aux deux témoignages entendus. Alors ensuite, nous avons entendu un festival d'arguments de toutes sortes, allant dans tous les sens, c'était absolument magnifique, et ce qui nous était demandé, c'était de prononcer un verdict. Alors, il y a quelques arguments qui ont été importants pour nous, après de longues discussions, par rapport à l'acte d'Antigone. Nous avons estimé très fort l'argument selon lequel aucune infraction à la loi ne doit rester impunie, car sinon, ce serait mettre en cause le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Et ceci déjà nous faisait réfléchir. Par ailleurs, nous avons entendu un des orateurs dire que ce ne serait pas rendre service à Antigone que de l'acquitter, parce qu'elle doit rester pour l'éternité, puisque c'est une nouvelle période qui commence. Hein, on a entendu, il y a eu 2500 ans, et puis maintenant, à partir de maintenant, on repart pour 2 millénaires et demi. Et donc, il faut qu'elle reste victime d'un châtiment d'une façon ou d'une autre. Sinon, ce ne sera plus Antigone. Vous ne pouvez pas rentrer se marier et faire la cuisine et élever ses enfants. C'est pas possible pour Antigone. Donc, il fallait la punir un peu. Par ailleurs, nous avons bien entendu qu'elle avait des circonstances atténuantes, en particulier dans le milieu familial, puisqu'elle est issue depuis l'origine de la lignée des Labdacides, d'une longue série de personnages criminels et déviants, et cet environnement n'a pas pu ne pas causer également en elle des difficultés d'ordre psychologique. Voilà quel a été notre raisonnement. Et pour ces raisons, donc notre jury condamne Antigone à un stage de citoyenneté qui doit être effectué dans les 6 mois sous peine d'une amende de 2 500 €. Nous ajoutons que les frais de ce stage, qui dure 2 jours et qui se montent à 280 €, seront à la charge de l'accusé. Merci à tous.
Alors les remerciements vont être très rapides, je pense qu'on a toutes et tous très froid. Donc une dernière fois, merci à ce jury d'être venu ce soir, aux équipes, aux associations bordelaises de nous avoir aidés à organiser, aux orateurs, à l'oratrice, au public. Et merci aussi à tous les autres membres de la fédération qui nous ont aidés. C'était une soirée vraiment incroyable. Nous avons vraiment adoré la passer avec vous et avec l'ensemble des membres du jury. Les délibérations ont été très agréables à écouter. Nous vous remercions infiniment pour votre motivation et votre engagement. Et au nom de la fédération, nous vous disons à la prochaine. On va faire une photo avec...